Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie de votre présence. Je vous accueille avec plaisir aujourd'hui aux URPS des chirurgiens dentistes Île-de-France, qu'on appelle aussi la maison des dentistes. Nous sommes là aujourd'hui pour accueillir le docteur Xavier Blondil, qui est un dentiste libéral exerçant du côté de Lyon. Il est à la fois ordinal, il est aussi expert. La diversité de ses activités permet de lui avoir d'avoir une expertise sur la réalité des centres dentaires qu'il va nous expliquer aujourd'hui. Il est polypraticien, c'est ça? Il tient à ce terme de polypraticien. Donc, il a une vision très large de la profession. Voilà. Je te laisse la parole. Alors la première chose, hop, et vous verrez à la fin pourquoi je dis ça, tout ce que je dis c'est exprimé à titre personnel, ça n'engage en aucun cas les organisations à laquelle je participe, à laquelle j'appartiens et dans lesquelles j'ai été élu. Il n'y a pas d'appel au boycott, il n'y a pas de dénigrement, ce sont que des choses factuelles qui sont trouvables publiquement ou parfois sur demande en saisissant la CADA. Les motivations qui font que je fais autre chose que dentiste, c'est d'abord je suis un patient. Je suis un patient et je veux être certain que celui qui va me soigner, quand je serai malade ou quand je suis malade, il passera mon intérêt avant le sien, avant celui de ses fournisseurs ou de son employeur. Je suis aussi un problème de santé. Donc, ce que je veux, c'est pouvoir exercer avec du sens et ne pas nuire. Et de pas nuire, avec le moins de contraintes, de doubles contraintes et d'injonctions paradoxales. Je suis aussi gérant d'un établissement de santé. J'ai un cabinet libéral, je suis en CELARL, je suis gérant de ma CELARL. Donc ce que je veux, c'est que je puisse assurer la pérennité financière de mon entreprise dans un cadre concurrentiel loyal et dans le respect des principes éthiques de la santé. Et enfin, je suis aussi un citoyen, c'est-à-dire que je veux exercer mon rôle de citoyen en participant dans la vie de mon pays. Pour être plus précis, donc je suis polypraticien à Villefranche, c'est-à-dire que je ne fais pas toutes les activités, je ne suis pas omni, je ne pratique pas l'orthodontie. J'ai des diplômes universitaires, un DU de paro et d'implanto. Je pratique l'implantologie, de l'expertise en médecine bucco-dentaire. Également, je suis un auteur et conférencier indépendant, notamment et autodidacte. Je suis chargé de mission au niveau de l'URPS des chirurgiens dentistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je suis membre du think tank Culture Santé à l'aube d'une révolution des grands tropiques. J'expliquerai à la fin en quoi ça signifie. En termes de lien d'intérêt, je n'ai pas de lien d'intérêt. J'ai bénéficié sur 5 ans de 260 € de resto offerts par les laboratoires. Et je n'ai pas de participation dans une société, une association en lien avec la profession, à part mon cabinet évidemment. Et je ne suis pas syndiqué. Et je suis bien à l'URPS. En termes de service public, je le classe en service public. Je suis élu ordinal, je suis ancien attaché hospitalier et je suis expert judiciaire près la Cour d'appel de Lyon. Donc c'est par tout ça que j'ai eu accès à beaucoup d'informations et une vision un peu plus globale. Ce qui va être le guide de la conférence d'aujourd'hui, c'est une analyse systémique. Je vous parlerai de l'ontologie, c'est-à-dire vraiment ce que sont les centres de santé, ce que sont les cabinets libéraux. Et également après de ce qu'ils font, le pôle fonctionnel. C'est-à-dire ils sont quelque chose et ils font quelque chose. Également, j'aborderai le côté axiologique, c'est-à-dire le système de valeurs. C'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont derrière ces établissements de santé, et elles sont différentes. Et de là, on va pouvoir faire un peu de prospective et évaluer le pôle téléologique, c'est qu'est-ce que ça va devenir. Première chose, ce qui a toujours été surprenant, c'est la méconnaissance globale des dossiers. Beaucoup d'idées reçues. Les centres de santé, si on prend une courbe de 1995 à 2021, jusqu'en 2010 à peu près, c'était une croissance stable. Une accélération 2010, 2015, 2018, oula, je me recule, et une augmentation. Quand il y a une courbe comme ça avec des cassures, c'est qu'il y a eu un changement de quelque chose. Il y a eu la loi HPST. Suite à Dentexia, il y a eu une ordonnance en 2018. Et malgré l'ordonnance, il y a eu plusieurs scandales, Dental Access, Proxy Dentaire, Dentexcellence, etc. Puisque en 2021, il n'y avait pas encore les derniers scandales. Et cette croissance est uniquement liée, ou principalement liée, à l'explosion des centres associatifs. Puisqu'en effet, les centres peuvent être de plusieurs sortes, on abordera. Et dans le Rhône, qui est mon département, sur 32 ans, on a une apparition des centres associatifs
après la loi HPST, on a une petite baisse quand Dentexia s'est effondré, parce qu'on a eu le bonheur d'avoir 3 centres Dentexia. Et depuis, à part une petite cassure au niveau de la Covid, on a une croissance exponentielle dans notre département. Les centres de santé, les missions sont définies par le Code de santé publique. Ce sont des structures sanitaires dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours. Cette diapo, tout sera fourni. Il faut savoir, par exemple, que selon la justice, les soins prothétiques sont des actes de second recours. Il y a un jugement en cour d'appel de Paris en 2021 qui l'affirme. Les centres de santé sont ouverts à tout public. Ce qui veut dire, en toute hypothèse, que serait en infraction un centre qui refuse les enfants ou un centre qui ne pratique que de l'orthodontie alors qu'il n'y a pas de spécialiste qualifié en orthodontie. Puisque s'il y a des omnipraticiens, il doit faire l'ensemble des actes d'omnipratique et pas se circonscrire une activité particulière. Une obligation de réaliser à titre principal des actes remboursables, par exemple, un centre exclusif en orthodontie adulte ou un centre d'implantologie ne peut être un centre de santé, dans les textes. Dans la réalité, il y en a. Plusieurs formes de centres de santé, on a une petite 7-8. Les associations ne sont qu'une forme parmi d'autres, mais dans tous les cas, quel que soit le statut du gestionnaire, la gestion du centre doit être à but non lucratif. Alors, une première question, est-ce que les centres de santé ne constituent pas une forme d'exercice de la profession? C'est une question qui peut surprendre, pourtant c'est un sujet majeur. Il y a beaucoup d'arguments qui pourraient dire pourquoi finalement les centres seraient exemptés de l'inscription ordinale alors que les sociétés d'exercice ne le sont pas. Sauf à prouver le contraire, ce n'est pas la société d'exercice qui met la main dans la bouche des patients. Pourtant, les sociétés d'exercice et les holdings sont inscrits à l'ordre. Il y a quand même des éléments qui pourraient le dire. Un premier élément, c'est un jugement du tribunal de Grasse en 2019. En conséquence, l'exercice par l'association Dental Access, sous forme associative de la profession de chirurgien-dentiste, induit que l'ordre est contrôleur d'office en application du Code du commerce. Là, c'était pour un cas de liquidation judiciaire. Alors, par contre, pour les liquidations judiciaires, l'ordre est tout de suite rappelé à la bagarre en disant il faut vous occuper de gérer les suites. Mais le magistrat considère que c'est une forme associative de la profession de chirurgien-dentiste. Les centres de dentaires sont, sauf exception, tous inscrits dans le code NAF pratique dentaire, par l'INSEE, quasiment tous. Il y a aussi la convention collective des cabinets dentaires s'applique aux centres de santé. Cour de cassation en 2020, monsieur l'avocat Bessis le rappelle également. Et les centres de santé, selon l'accord national des centres de santé, article 1, les centres de santé constituent une forme d'exercice en équipe. Article 63-1 du CSP, les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité dispensant des soins de premier recours et le cas échéant, etc. Et cette logique de dire que s'ils dispensent des soins, ce n'est pas eux qui soignent techniquement, c'est valable pour les CELAR. Pourtant, ils sont inscrits à l'ordre. Il y a des éléments qui pourront dire que non, les centres de santé ne sont pas des structures exerçantes. Quand on lit, par exemple, très récent, en 2023, Madame Agnès Firmin-Lobodo, dans une discussion sénatoriale, qui parle que c'est notre responsabilité d'établir un cadre légal permettant un développement éthique, on parlera de quelle éthique, et en créant des centres de santé au service de la santé des Français. En premier lieu, nous devons soutenir ce modèle. Donc une volonté politique, on l'entend, mais ce modèle d'exercice collectif de la médecine. Un centre de santé dentaire, selon l'accord national, les centres de santé, c'est plus de 80% des honoraires. Il y a des idées reçues. Les centres de santé sont low cost. Je le lis partout, je le vois partout. C'est faux. C'est totalement faux. Les centres de santé pratiquent le tiers payant AMO. Évidemment, ça donne une illusion de gratuité. Il a été montré maintes fois que c'est un surcoût systémique. Là, j'ai une interrogation. Le tiers payant, j'ai toujours une interrogation sur le côté complémentaire. Si vraiment s'il serait obligé en toute hypothèse de faire le tiers payant des complémentaires. Ils ont un engagement à la maîtrise des dépassements, c'est techniquement vrai, c'est l'accord national article 1. Par contre, à ma connaissance, je n'ai trouvé aucune étude comparative indépendante et sérieuse sur ce sujet.
Il y a beaucoup de storytelling, il y a beaucoup de biais cognitifs, il y a beaucoup de ce que j'appelle d'outils de propagande. C'est qu'ils parlent tout le temps de prix éthique, de prix juste. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas de la science, ce n'est pas de la santé publique, tout ça. Donc les centres de santé ne sont pas low cost. Et je vous ferai grâce de la liste que j'avais préparée de tous les centres qui étaient plus chers que moi. Les centres de santé disposent d'un agrément. Alors ici, je parle à des gens qui sont avertis, mais le nombre de confrères et de patients qui pensent que les centres de santé disposent d'un agrément, une autorisation, c'est affolant. Non. Les centres de santé ne disposent pas d'un agrément depuis l'abrogation du décret, je ne sais plus, donc en 2010. Il suffit d'envoyer une lettre recommandée à l'ARS avec un projet de santé. Mais en fait, c'est simple comme une lettre à la poste. Les centres de santé doivent s'installer en fonction des besoins de santé publique. Il n'aura échappé à personne, et on en reparlera après, qu'il y a un tropisme sur les grandes villes. Non, c'est faux. Ils n'ont aucune obligation de s'installer quelque part. Aujourd'hui, ça a peut-être changé avec les lois, mais j'attends aussi les décrets d'application. Il n'existe aucune limitation réglementaire hors droit général. Point barre, c'est tout. Ils s'installent où ils veulent. Là, c'est par exemple, vous ne reconnaissez peut-être pas, mais ça, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et de 2009 à 2022, vous allez voir l'évolution des centres de santé, leur ouverture. Là, c'est en 2022. Clairement, Lyon, on a énormément d'ouverture à Lyon et dans les autres départements de la région, il ne se passe pas grand-chose. Les installations de centres de santé actuels aggravent l'accès aux soins. Alors que c'était à la base présenté comme étant une solution. Non, aujourd'hui, c'est une aggravation. Et je ne vous parle même pas du nombre de... Là, je vous parle du nombre d'établissements, je ne vous parle pas du nombre de fauteuils. Et qu'aujourd'hui, quoi qu'on en pense, le système libéral est encore celui qui, en France, permet un quadrillage, pas terrible, mais au moins un quadrillage de la nation. En tout cas, ce n'est pas les centres de santé, et pour diverses raisons, ils ne sont pas adaptés à ça. Seuls les centres de santé sont à l'origine de scandales financiers. Non, c'est faux. Il y a les libéraux aussi, de temps en temps, ça déconne. Sauf qu'il y a quand même des différences. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a motivé. Des libéraux, il y en a eu des scandales. Il y a eu King, il y a eu Van Nierop, il y a eu la famille Gage. C'est des cas dramatiques, mais ça reste localisé en temps et espace. Ça concerne relativement peu de personnes. Alors bien que chaque cas soit dramatique, ça concerne en volume peu de personnes. Et c'est un risque qui est individuel. Ce sont des individus qui dérivent. Quand on compare avec des scandales de centres de santé, il y en a quelques-uns quand même. Il y a le COSEM, en 2013, Dentexia, Dental Access pour Occidentaire, Dent Excellence, Medidental. En quantité, c'est quand même plus lourd. C'est quand même également... c'est un risque qui devient systémique. Et puis, ce n'est pas des petites organisations, c'est des scandales qui sont de plus en plus gros. Donc, si les libéraux ne sont pas exclusifs dans les scandales, les centres n'ont pas cette exclusivité, il y a quand même une différence d'échelle. Les centres de... J'y reviendrai à la fin. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. D'après mon analyse. Parce que si c'était que ça, il suffirait d'identifier les praticiens et que tout s'arrête. Je vais essayer d'apporter la démonstration que non, ça ne changera strictement rien ou à la marge. Les centres de santé sont à but non lucratif. C'est vrai. C'est vrai. Par la loi. Alors, on va s'attarder un petit peu sur ce que c'est qu'une association à but non lucratif. C'est quoi une association à but non lucratif ? Les bénéfices du centre ne peuvent pas être redistribués. Il faut qu'il y en ait. Mais attention, on peut être non lucratif et faire des bénéfices. D'ailleurs, si on fait des bénéfices, on ferme. Ou alors, on est sous subvention. Les centres peuvent être gérés par des sociétés non lucratives ou lucratives. Le fait qu'un centre de santé non lucratif soit géré par une société lucrative, ce n'est pas illégal. Et le contrôle est réalisé par les ARS. À chaque fois, il y a des textes de loi qui sont afférents. Mais on va s'attarder sur ce que c'est qu'un caractère désintéressé d'une association. Si on prend le bulletin des impôts, moi je suis allé voir ce que disent les impôts, c'est quand même les mieux placés pour savoir. Ils vous disent, attention, pour être non lucratif, il faut que l'organisation soit administrée à titre bénévole par des personnes, alors ça, il peut être salarié aussi,
ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation. Deuxième critère, pas de distribution de bénéfices de manière directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, plus autre chose, et que les ayants droit ne puissent pas bénéficier. Ça, c'est le texte. Ce qui va beaucoup nous intéresser dans le fonctionnement actuel, c'est qu'il y a 3 critères qui, pour eux, sont fondamentaux. Pour qu'une association soit à but non lucratif, il faut qu'il y ait une transparence financière, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'associations et beaucoup de sociétés qui gèrent des associations. Ils ne font pas leur déclaration obligatoire. Il faut qu'il y ait un fonctionnement démocratique de l'association, c'est-à-dire que les membres de l'association doivent contrôler leurs dirigeants, qu'il y ait des élections démocratiques et régulières, et il faut qu'il y ait une interdiction de l'usage de la publicité. En effet, le recours à des pratiques, les impôts disent le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité, point 1. Deuxième point, un organisme sans but lucratif qui aurait recours sur Internet à de la publicité payante afin de connaître son offre de services, etc., recours à des méthodes commerciales publicitaires. Si on suit littéralement ce que disent les impôts, dès qu'une association ou un centre de santé fait de la publicité, il se met en infraction avec son objet, avec son but non lucratif. Ce qui me fait rebondir sur est-ce que les centres de santé peuvent faire de la publicité ou de la réclame. Moi, je préfère le vieux réclame, c'est un peu désuet et ça veut quand même plus dire. Parce qu'en français, publicité a 2 sens, la réclame et l'information. Et dans le pays des droits de l'homme, on peut difficilement être contre le fait qu'on puisse faire la publicité de quelque chose. Eh bien, c'est faux. Ils n'ont pas le droit. Alors, ils n'ont pas le droit et je vais le démontrer. Il y a souvent 3 arguments quand on discute, soit avec des pouvoirs publics, soit avec les ARS, soit avec les associations de l'OI-901. Ils disent non, j'ai le droit parce que le texte dit l'identification doit être gérée par centre de santé. Oui. On a des vidéos d'enregistrement, d'interviews de centre de santé. Ils vous disent j'ai le droit parce que voyez, c'est marqué. Bon. Non, si je te dis que tu dois bien t'identifier, ça ne veut pas dire que tu as le droit d'aller prospecter. Oui, j'ai le droit parce que le code de déontologie ne s'applique pas au centre de santé. C'est vrai, il y a un arrêt de la Cour de cassation qui est limpide. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit quand même. Hein. Troisième chose, oui, mais l'interdiction générale de publicité a été supprimée par la Cour de justice européenne. Oui, mais uniquement pour le code de déontologie, pas pour les centres de santé. Et c'est assez surprenant d'utiliser souvent cet argument-là, parce qu'en fait, si on dit j'ai le droit de faire la pub parce que ça a été sauté, ça veut dire en creux que je veux respecter le code de déontologie. Bref, droit pur. Alors, c'est marqué quand même, interdiction par la loi, toute forme de publicité est interdite en faveur de centres de santé. Article 69-1-9, 63-23-1-9. Alors, cet article, il est extraordinaire, parce que c'est un article qui s'autodétruit. Il y a un risque majeur de cassation par la Cour de justice européenne d'un texte comme ça. Ce que j'appelle le droit pour les nuls. Pour les libéraux, c'est ça qui a fait chuter l'article 215, c'est ça il y a une refonte du code de déontologie à cause de ce texte de loi. Là, c'est le même copier-coller, et je ne comprends pas pourquoi, même dans les discussions actuelles, ils ne proposent pas de le changer. Que ça, quelqu'un qui attaque là-dessus, il peut perdre, il va probablement perdre devant la Cour de justice européenne. Donc vous avez une loi qui dit pas de pub, mais si quelqu'un attaque sur ce texte, il est sûr de perdre. Le droit pour les nuls, je suis désolé. Par contre, la publicité est interdite parce que, et là la jurisprudence est abondante, c'est constitutif d'actes de concurrence déloyale des centres de santé qui font de la publicité envers les libéraux et aussi les centres de santé qui ne font pas de publicité. Ce n'est pas un combat libéral centre de santé. C'est un combat centre de santé déviant contre libéraux et centres de santé vertueux. Cour d'appel de Paris en 2021, Cour de cassation, 8 mars 2023, très récent. Il ressort finalement la combinaison de la réglementation des centres de santé et des règles déontologiques applicables à leurs salariés, que la structure gérant un centre de santé commet une faute, en droit c'est très fort la faute, lorsque sa communication est de nature commerciale. Ça la met en position de concurrence déloyale. Donc non, les centres de santé n'ont pas le droit de faire de la publicité pour des problèmes de concurrence déloyale. Ils n'ont pas le droit de faire de publicité aussi par le côté non lucratif du centre. Un organisme
C'est le même que tout à l'heure. C'est du droit fiscal. Alors moi, je dis réclame. Aujourd'hui, il n'existe pas de définition en santé publique du mot publicité. Ça n'existe pas. Là, une directive européenne, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la meilleure approche, c'est encore celle qui est établie par le Conseil national de l'ordre. Globalement, si tu payes, c'est de la réclame. Je suis très raccourci, je pourrais vous faire 2 heures sur ces notions, ce n'est pas l'objet. Moi, je dis plutôt réclame plutôt que publicité. La publicité, par exemple, aujourd'hui, on va dire, il y a eu une décision là, au Sénat, je fais le 49.3, il va y avoir la publicité des débats. Rendre public. On ne peut pas dire que c'est illégal de rendre public des choses. Donc le mot publicité, en français, il est ambivalent. Il est équivoque. Donc c'est un mauvais terme qu'il faut absolument éviter parce que ça veut tout et rien dire. Une enseigne lumineuse de 5 mètres sur 3, une publicité locale quand même. C'est à l'appréciation des magistrats. Donc il faut qu'il y ait des déclare lésés par exemple. Sinon, spontanément, on va pas... Par exemple. Mais aujourd'hui, tout le monde a le droit de faire des panneaux lumineux. Ah si, bien sûr que si. Oui, eh ben, il faut absolument... Alors, je répète, je ne suis pas au nom du Conseil de l'ordre, je suis en titre personnel. Les recommandations, c'est on s'adapte à l'environnement qui nous entoure. Si autour de vous, vous avez 25 panneaux lumineux, ce ne serait pas logique de ne pas le faire vous-même. C'est mon avis. Voilà. Et les recommandations, c'est on s'adapte à l'environnement. Ce qui n'est pas idiot, d'ailleurs. Après, je ne suis pas sûr que ce panneau lumineux qui va venir des patients. Hein, mais bon. Alors, vous avez 2 jours devant vous? Parce qu'on peut en parler C'est des combats techniques. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les magistrats ne comprennent pas ce qui se passe avec les cookies. Je sais. Je suis d'accord. La vie algorithmique, c'est quelque chose de très préoccupant. Mais ce n'est pas le sujet, honnêtement, j'ai beaucoup de choses. Dans la mesure où vous payez, un cookie, on ne paye pas. Un cookie, on recueille une information. Par exemple. Ouais. Alors, ce n'est pas le sujet du jour. Là, je parle des centres de santé qui sont libéraux. Là, ça, c'est autre chose. Un centre de santé à l'étranger? Ah non, mais alors, si c'est à l'étranger, ce n'est pas des centres de santé. C'est d'autres établissements d'un autre type, avec d'autres lois. Moi, je vous parle juste des centres de santé en France et des cabinets libéraux en France. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer ce qui se passe en Turquie, au Maroc. Oui. 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 Alors, les juridictions vers lesquelles se tourner, il n'y en a pas 15 000. Hein. La première, c'est le tribunal civil, le tribunal le plus classique. Éventuellement, la répression des fraudes, l'autorité de la concurrence, parce qu'il y a un problème de concurrence, la RPPP. Les ARS ne sont pas des autorités judiciaires. C'est une autorité administrative, rien à voir. Elles peuvent sanctionner, mais c'est très différent. Et elles ne sanctionnent pas sur du droit, entre guillemets. Et l'ordre est hors course. Ça ne sert à rien. Les centres de santé ne sont pas sur juridiction. C'est une voie judiciaire sans issue. Alors, l'ordre juridictionnel, je ne parle pas de l'ordre ordinal. Alors, du coup, est-ce que les centres de santé échappent aux règles déontologiques? Alors là, je vais prendre un peu de temps, parce que c'est vrai et c'est faux. Les centres de santé ne sont pas en l'état inscrits au Conseil de l'ordre. Le Conseil de l'ordre n'a de pouvoir que sur les gens qui sont inscrits. Point. La loi. Un centre de santé n'a, a priori, aucune obligation de respecter le code de déontologie de ses salariés, sauf si cela est clairement inscrit dans les contrats. Mais s'il y a un centre de santé qui pratique quelque chose qui est interdit à ses concurrents, par exemple un praticien libéral qui, lui, est tenu par le code de déontologie, il peut être recherché en responsabilité pour concurrence déloyale. Et là, c'est du droit civil, dommages et intérêts, concurrence déloyale ou sanctions pécuniaires par les autorités de la concurrence et la répression des fraudes. Ça, c'est une analyse personnelle. Donc, j'insiste, quand je dis personnel, c'est ce que je pense. C'est qu'en fait, les centres de santé seraient tenus de respecter la déontologie qui s'impose à ses concurrents, faute de quoi ils pourraient rendre des comptes. Mais, dans la vraie vie, la complexité des dossiers, l'opacité générale, la non-familiarité avec les juridictions civiles et pénales, la non-proportionnalité des sanctions administratives. Un ARS, il peut faire des recommandations ou fermer, ou faire des
Les amendes, c'est assez récent, je ne suis pas à l'aise là-dessus. Mais globalement, ils ont, les petits manquements ne sont pas sanctionnables. Donc en fait, il faut vraiment y aller fort pour fermer un centre. Le corporatisme, l'évolution néolibérale de la santé, le statut des salariés, des professionnels, le faible tropisme sur les questions de conflit d'intérêts, le secret des affaires, la numérisation de la santé, on en parlait, et le déni politique, fait qu'en fait, c'est utopique de croire qu'on va réguler par les textes actuels. Donc, pour moi, c'est plutôt vrai. Et par mon vécu, dont je ne peux pas en parler ici parce que c'est couvert par le secret ordinal, je vous le dis, oui, ils échappent aux règles déontologiques. Les dentistes qui exercent en centre de santé sont soumis aux règles déontologiques, ils sont inscrits à leur... Oui, mais ils sont salariés. C'est les diapos suivantes. C'est un des nœuds du problème que je vous propose d'analyser. Alors, questionnement. Première chose, contrairement à un cabinet libéral, il n'y a aucune notion d'indépendance d'un centre de santé. C'est-à-dire que on peut facilement contourner le principe de non-lucrativité, on peut facilement faire des ententes et des cartels. Je vous rappelle, il y a très longtemps, que la France a été divisée par deux entre Station et un autre. C'est de l'entente. En termes de droit de la concurrence, c'est bien pire que de chercher des noises dans un réseau de soins. Il n'y a aucun contrôle de la mise en concurrence des prestataires des centres de santé. Je m'explique. Un centre de santé signe avec, alors je vais dire des noms de marques, mais c'est pas ciblé. Une association 901 signe avec Dantego, l'ANEA. Qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller signer avec Dentalvie ou Dentifrice l'ANEB, puisqu'elle fait de la prestation de service et elle pourrait chercher moins cher. Et la baisse des coûts, elle pourrait la répercuter aux patients. Moi, je n'ai jamais vu, à part dans des cas de rachat, des associations qui ont basculé d'une chaîne à l'autre. Et personne ne vérifie, à ma connaissance, qu'il y ait une liberté du choix de la prestation. Ça, c'est dans les contrats entre l'association et le prestataire. On en parlera après. Il y a un risque de pratique anticoncurrentielle. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sanction graduelle. Alors la diapo était de l'an dernier. Avec le nouvel texte de loi, si ça arrive au bout, il y aura des sanctions graduelles. Mais le fait qu'il n'y ait pas de sanctions graduelles, globalement, c'est on avertit, on ferme. Ben en fait, on ne va pas mettre des centaines de patients dans la rue parce qu'il y a un problème déontologique. Les gens sont en cours de soins, on ne les laisse pas dans la misère. Donc en fait, ça rend inefficace les sanctions quand il n'y a pas de proportionnalité dans la sanction. Pas de contrôle des conflits d'intérêts. Il n'y en a pas, malheureusement. L'IGF, donc l'Inspection générale des finances, en 2012, qui a aucun intérêt à nous faire plaisir, je vous le dis tout de suite. Déjà à l'époque, il disait qu'il faut libéraliser le milieu dentaire, mais il faut faire attention. L'IGAS 2016, la dent bleue, une association de patients, ils disent tous, attention, conflit d'intérêts, c'est un des sujets majeurs. Il n'y a aucune obligation éthique relative aux professionnels de santé que ces associations emploient. Pour répondre à la question qui était en haut, les dentistes sont tenus aux règles déontologiques, pas le centre. Et j'appelle ça la déontologie. C'est-à-dire c'est privatif, c'est qu'en fait ça ne fait pas partie de l'équation. On en reparlera après. Et ça, c'est un risque majeur et systémique de dérive. Quand vous regardez ce tableau, donc, qui est un tableau édité par l'Inspection générale des finances, ils vous disent à gauche, attention, il y a tout un préambule, si on libéralise, qu'on ouvre les capitaux des cabinets libéraux et du domaine de la santé, attention, risque d'apparition de conflits d'intérêts insurmontables dans la structure d'exercice du professionnel. Donc il ne parle pas que de la santé, ils disent ça concerne les services médicaux. Solution, mise en place de règles déontologiques de portée supérieure à la relation salariale. Donc ils disent clairement, si on libéralise le marché dentaire, il faut que la déontologie l'emporte sur le droit du travail. Et deuxième chose, attention, il faut interdire que les laboratoires pharmaceutiques peuvent investir dans les pharmacies. On peut le transformer chez nous. Interdire que les fabricants d'implants, les laboratoires de prothèses puissent fabriquer des centres de santé. Ces deux options n'ont jamais été transcrites en droit, à ma connaissance. L'éthique professionnelle, ça s'appelle la déontologie, et intégrer un code de déontologie, c'est utile, c'est nécessaire, mais en fait, c'est très facile de la contourner aujourd'hui. L'analyse personnelle, c'est que la déontologie doit devenir une valeur de marché.